Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RTI 1, on commence par cette grève de 10 jours dans le secteur public, lancée par l'intersyndicale éducation-formation, regroupant des syndicats d'enseignants du primaire et du secondaire. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue hier dans certains établissements pour le constat. Et il ressort que la grève n'a pas été suivie par l'ensemble des enseignants. Le constat a été fait par Mamadou Kwasi. Lycée moderne Djegi Amondi Pierre, d'Adjamé 220 logements. Il est 9h40 ce lundi 4 février. Comme à son habitude, Yapo Ernest est présent à son poste. Loin de lui, toute idée de grève. Ce professeur de mathématiques dut répondre à l'appel du gouvernement afin d'apporter son savoir aux élèves. Moi j'ai une classe d'examen et je tiens à finir mon programme. Il faut absolument que je termine le programme parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut achever les programmes. Je suis là pour achever les programmes. Comme Yapo Ernest, enseignants et personnel administratif sont présents pour assurer le service malgré le mot d'ordre de grève lancé par l'intersyndicale du secteur éducation-formation. Il y a plusieurs syndicats, voilà, et certains ont souhaité faire court, respecter le mot d'ordre du ministre, et d'autres vont en grève. Bon, donc, comme je me reconnais dans ceux qui sont pour les coups, voilà pourquoi je suis là avec les élèves. Je suis à mon poste pour répondre à l'appel de Madame la ministre. C'est un devoir civique. Je ne suis pas concerné par cette grève-là. Nos syndicats n'ont pas lancé un mot d'ordre ici, donc je ne suis pas concerné. Cette ambiance est le résultat d'une campagne de sensibilisation menée par les chefs d'établissement. On a approché aussi les syndicats pour qu'ils fassent un travail de sensibilisation au niveau de leurs syndiqués. Et c'est ce qui a été fait par les responsables des syndicats pour les appeler à la responsabilité, à accepter la main tendue du gouvernement à travers Madame le ministre Ndia Kamara, qui a vraiment lancé un appel à tous ses collaborateurs pour que cette année scolaire-là, on arrive à terme sans difficulté. On demande aux professeurs de revenir vers les élèves parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Cette grève-là, elle n'est pas nécessaire parce que nous qui sommes en classe d'examen, ça nous retarde sur le programme. Parce qu'à l'examen, on ne sait pas sur quel sujet on peut tomber. Si on n'a pas fini le programme, ça peut nous créer des problèmes. Bon, nous sommes un peu déçus parce que vu le statut que les professeurs doivent inculquer aux élèves, c'est un peu triste de les voir dans cette situation. Si nous venons à l'école, c'est pour acquérir un savoir, pour pouvoir avancer dans la vie. Donc nous avons vraiment besoin de tous les professeurs qui soient présents parce que vraiment, s'ils ne font pas ça, notre examen à la fin de l'année, ça ne pourra pas marcher. Dans la ville de Grand Bassam, la plupart des enseignants des lycées et collèges publics ont répondu présents. Malgré les menaces, certains enseignants ont bravé le mot d'ordre de grève. C'est vrai que l'école travaille une situation difficile, mais nous sommes obligés de faire le minimum pour que les enfants puissent présenter l'entrée en 6e. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cette situation va trouver une solution. Ma contribution, c'est d'être là et de dispenser les enseignements pour qu'ils puissent acquérir les connaissances qu'ils ont besoin pour leur avenir. En fait, des enseignants viennent donner cours, mais il y a des menaces. Il y a des agressions. Nous avons même actuellement la police qui est sur les traces d'individus qui seraient même armés pour faire déloger des enseignants. Vous voyez jusqu'où on en arrive pour une grève syndicale, sinon dite syndicale. Nos tentatives de recueillir les motivations du leader de l'intersyndicale du secteur éducation-formation, malgré l'appel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, sont restées vaines. Autre grève dans un autre secteur, cette fois-ci celui de la santé. Les 14 syndicats regroupés au sein d'une coordination revendiquent notamment le paiement de leurs indemnités et indices de façon intégrale. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida se dit ouverte au dialogue avec les syndicats. La ministre Raymond Goudou Kofi demande à l'ensemble des syndicats de surseoir à cette grève et permettre ainsi que les négociations se poursuivent dans un climat apaisé. Après l'adoption par le gouvernement ivoirien du plan national de développement, l'heure est à sa mise en œuvre pour ne pas que ce plan soit loin des préoccupations des populations dans son exécution. Et pour des raisons de bonne gouvernance, l'État a décidé d'installer des comités locaux du PND. On en parle avec Lassina Ouattara. En Côte d'Ivoire, le plan national de développement, PND, est l'expression de l'engagement des autorités à amorcer un développement rationnel d'ici 2015 avec un taux de croissance à 2 chiffres. La croissance, là, en réalité, ça signifie que nous allons devenir plus riches. Mais plus riche, là, chaque femme doit sentir ça dans sa maison.
Chaque homme doit sentir ça dans son quotidien. Chaque enfant doit le sentir parce qu'il saura que pour aller à l'école, ce n'est plus trop difficile. L'État et la famille l'aident à partir à l'école. Chacun doit sentir qu'il y a la croissance, que la Côte d'Ivoire devient un peu plus riche, parce qu'on peut aller à l'hôpital plus facilement, parce qu'on est reçu, parce qu'il y a des médicaments qui sont disponibles, parce qu'au marché, la femme peut trouver une place pour vendre et elle gagne un peu d'argent. C'est ça le sens de la croissance. Et c'est ce que le président veut faire. Pour ne pas que le PND soit juste une vision des décideurs au haut niveau, des comités locaux vont être installés dans les différents districts. Les premiers comités ont été installés à Man et à Daloa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce comité est présidé par le gouverneur du district, qui n'est pas encore désigné, mais le vice-président et préfet de région du chef-lieu du district devient automatiquement président en attendant la nomination du gouverneur. Et l'administration déconcentrée fait partie de ce comité des districts. Les collectivités décentralisées en font partie, mais aux côtés de ceux-ci, le secteur privé et la société civile. Le ministre d'État, ministre du Plan du Développement, Albert Mabry-Touakeus, avec à ses côtés le coordonnateur du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Ndola Ngokwe, a profité pour appeler les membres des comités et surtout les populations à la consolidation de la paix et au travail. Au total, une quinzaine de structures décentralisées seront implantées dans les différents districts pour la mise en œuvre et le suivi du PND. Un pétrolier français avec à son bord 19 membres d'équipage togolais aurait été détourné par des pirates dimanche dans les eaux ivoiriennes. Le directeur général des affaires maritimes s'est prononcé sur cette affaire. C'était hier après-midi au cours d'une conférence de presse suivie pour vous par Abou Sanogo. Le dimanche 3 février, la station côtière d'Abidjan reçoit une alerte sur la disparition du pétrolier Gascogne affrété à une société coréenne battant pavillon luxembourgeois. Ce navire a été identifié dans les eaux ivoiriennes. Il a même chargé 3000 tonnes de gasoil au port d'Abidjan à la date du 30 janvier en vue d'une opération de soudage. Aux dernières nouvelles, il aurait été aperçu au large du Nigeria. Le directeur général des affaires maritimes et portuaires, le colonel Tano Kofi Bertin, affirme que les dispositions sont prises pour sauver les eaux ivoiriennes. Nous allons de façon très froide analyser cette question pour que l'image du pays ne soit pas ternie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais en fait qui sont très loin de la réalité. La Côte d'Ivoire, jusqu'à peu le contraire, offre une certaine sûreté et sécurité au niveau du port, au niveau, je dirais même, du plan d'eau. Ces actions qui surviennent doivent être analysées pour tirer les leçons qu'il faut. L'équipage de l'armateur français comprenait 7 Togolais, 4 Béninois, 2 Sénégalais, 2 Ivoiriens, 1 Coréen et 1 Chinois. Le 13e colloque de l'Association ouest-africaine d'archéologie a démarré hier. Près d'une quinzaine de pays participent à cette rencontre qui va durer une semaine. Thème du colloque, archéologie et intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Le colloque, outre l'exposition de pièces, sera l'occasion de sessions et de conférences. La coopération transfrontalière ne sera pas négligée au cours de cette rencontre. On change de sujet. La coalition des jeunesses patriotiques pour la paix et la réconciliation sensibilise ses militants et partisans à la paix et à la non-violence. Le président de la dite coalition a appelé les Ivoiriens au cours d'une conférence de presse prononcée à Yopougon à abandonner la voie de la violence et à s'inscrire dans le processus de réconciliation. On retrouve Abou Sanogo. Au cours de cette conférence de presse tenue à la Maison des Jeunes de Yopougon, Zadi Djedji, le président de la coalition des jeunesses patriotiques pour la paix et la réconciliation, a annoncé la tenue le samedi 9 février prochain à la place CPN d'un meeting pour la réconciliation. Il a appelé les Ivoiriens à abandonner la voie de la violence et à s'inscrire dans le processus de paix et de réconciliation prôné par les autorités ivoiriennes. Que tu sois du PDCI, que tu sois du FPI, que tu sois du RDR, il faut que chacun désarme son cœur. Il faut se pardonner pour que le vivre ensemble soit une réalité. Les Pro-Gbagbo n'ont pas un autre pays. Les Ivoiriens n'ont pas un autre pays. Ils n'ont qu'un seul pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. La paix et la stabilité doivent s'accompagner d'emplois pour la jeunesse. La jeunesse a besoin d'emploi. La jeunesse a été manipulée. Je préfère donner du travail à un jeune que de donner les armes aux jeunes.
Le leader de la coalition des jeunesses patriotiques pour la paix et la réconciliation, Zadi Djedje, avait pour l'occasion à ses côtés le collectif des victimes de la force Likon et le forum des jeunesses Pro-Gbagbo pour la République. Kwame Konan Nsikan s'implique dans la réconciliation nationale et au retour de la paix en Côte d'Ivoire en initiant le projet Nsikan vous parle. L'opérateur économique entend ainsi apporter sa contribution à la stabilité en Côte d'Ivoire. On retrouve Dirasouba Larsen, notre confrère de RTI Boaki. L'opérateur économique Kwame Konan Nsikan veut apporter sa pierre à l'édification de la paix et à la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il vient de lancer un projet de réconciliation, de pardon et de repentance dénommé Nsikan vous parle. Objectif, amener chaque Ivoirien à oublier le passé douloureux qu'a vécu le pays et tendre la main à son frère pour rebâtir la maison commune, la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un comprend ce projet, il va ventiler. Il va aller chez lui, dit Kwame Konan vous parle, il ne veut pas qu'on fasse la guerre encore. Arrivez chez vous, il faut que vous ventilez ce projet. Il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. La guerre est finie. Une caravane sillonnera 3 mois durant les villes ivoiriennes et les capitales africaines où Kwame Konan Nsikan a des intérêts. Les ministres Roland Zakba-Kobenan et Maurice Bandaman, ainsi que de nombreux cadres et la population venue de toutes les contrées de la région de Bouaké ont apporté leur caution morale au projet. La Côte d'Ivoire a faim d'une chose, a faim de la réconciliation. Donc ces genres d'initiatives doivent non seulement être soutenus, mais il est souhaitable qu'elles se répètent dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire pour que les fils et les filles de ce pays sachent qu'il faut tourner de la page. La réconciliation, je crois que ça concerne tout le monde. La réconciliation n'est pas une marque déposée de quelqu'un. Il appartient à tous les Ivoiriens de se réconcilier. Selon l'initiateur, ce projet est l'activité de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et les actions du chef de l'État pour mener à bien le processus de réconciliation dans le pays. Hors de la Côte d'Ivoire, les forces françaises et cadiennes poursuivent la traque des islamistes armés dans l'extrême nord-est du Mali. Ces islamistes s'y sont repliés après le fuite des grandes villes de Gao, Tombouctou et Kidal, et où ils détiennent probablement 7 otages français. À Paris, comme vous le voyez, le président François Hollande recevait hier le vice-président américain Joe Biden. Les deux hommes se sont mis d'accord pour que la force africaine en cours de déploiement au Mali soit rapidement placée sous l'autorité de l'ONU dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Et on termine ce tour de l'actualité en Syrie où le régime visé désormais par Israël se déchaîne sur la population. Recevant dimanche un haut responsable iranien, le président syrien a réagi au raid de l'aviation israélienne de mercredi dernier contre un site de missiles et un centre de recherche militaire près de Damas. Il a accusé Israël de vouloir, par cette action, indirectement confirmée par Washington et Tel Aviv, affaiblir et déstabiliser la Syrie, dénonçant une collusion de l'État hébreu avec les agents étrangers sur son sol. Bachar el-Assad, demeuré impassible lors du raid, s'est en revanche déchaîné contre sa population. Au moins 15 personnes, dont une femme et 5 enfants, ont été tuées par un tir de missile contre un immeuble à Alep. Dans un décor d'apocalypse, les habitants hébétés cherchaient désespérément des voitures pour transporter les blessés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le bilan pourrait grimper avec les victimes qui seraient toujours sous les décombres. Même désolation à Binish, dans la province d'Idlib, frappée elle aussi par un missile. Même panique des habitants enterrés vivants dans leurs habitations. Rien dans l'errance impuissante de ces gens ne laisse croire à une guerre, mais bien plutôt à un travail de destruction méthodique dans le cadre d'un châtiment collectif. Principal allié régional du régime, l'Iran a confirmé son soutien à la Syrie. Toujours depuis Damas, Saïd Jalili, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, a affirmé qu'Israël regretterait son agression contre un pays à l'avant-garde face à l'entité sioniste. Voilà, avant de nous séparer, donnons quelques informations de la CAN 2013 à l'affiche donc des demi-finales de cette CAN. Demain, vous retrouverez le Ghana face au Burkina Faso et le jeudi, le Nigeria face au Mali. Voilà, c'est la fin de ce 6h30, mais ne décrochez pas. Matin Bonheur se poursuit avec Naomi Alafé. Moi, je vous retrouve à 10h.